Bien, bonsoir à tous. Bienvenue à Roland Gory et à son épouse. Eh bien, on est très content de vous recevoir une seconde fois, puisque vous avez été l'un de nos premiers invités. Ça fait maintenant, c'était en mai 2022, pour votre dernier ouvrage. Et on a le plaisir de vous recevoir ce soir. Alors, on ne vous présente plus, mais je vais quand même faire quelques présentations. Donc, vous venez de Marseille, où vous êtes né, vous êtes universitaire, psychanalyste, professeur émérite à la faculté Aix-Marseille. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on dit Aix-Marseille et pas Marseille-Aix. Voilà. Alors, il vaut mieux ne pas rentrer dans ce type de considération. Voilà, et vous, aujourd'hui c'est la 65e rencontre qu'on organise avec ATTAC, pour et ATTAC réunis. Vous avez été précédé il y a peu, le 14 octobre dernier, par Aurélien Bernier pour son bouquin « Que faire de l'Union européenne ». Et puis le 30 octobre prochain, vous serez suivi par Roger Su à propos de son livre « Pourquoi sommes-nous si mal représentés ?» Et enfin, pas enfin pour les rencontres, mais pour le mois de novembre, Renaud Etier à propos de son livre « Saturation, un monde où il ne manque rien, sinon l'essentiel ». Voilà. Alors, vous connaissez relativement bien Bruxelles, puisque en 2015-2016, vous avez occupé, si je ne dis pas de bêtises, la chaire de philosophie de l'Université de Saint-Louis, sur le thème le gouvernement des individus et la psychanalyse. Et puis en 2020-2021, la chaire à vif à l'école d'art de la Cambre. Voilà, et vous avez lancé, ça fait déjà quelques temps, mais c'est toujours actif, fin 2008, avec Stéphane Chédry, l'appel des appels pour une insurrection des consciences. Alors, je vais citer quelques ouvrages, à peu près une vingtaine d'ouvrages, je crois, si c'est juste. Donc, il y en a qui disent que vous psychanalysez vous mettez notre société sur le divan. Et vous avez écrit, effectivement, le dernier livre que vous avez écrit, c'était donc en 2022. La fabrique de nos servitudes. Avant, en 2020, vous aviez publié « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu ? L'étrange défaite de nos croyances ». En 2018, « La nudité du pouvoir, comprendre le moment Macron », qui dure. En 2017, « Manifeste des ouvriers », et c'était avec deux co-auteurs. En 2016, Un monde sans esprit, la fabrique des terrorismes. En 2015, Individus ingouvernables. En 2014, Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux? Et également, La santé, coécrit. Je m'arrête là. Je note quand même La fabrique des imposteurs en 2013. Voilà, écoutez, je vous laisse la parole. Et puis, on vous écoute attentivement. Et puis après, on vous posera des questions. Je vous cède le micro. Eh bien, merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, merci à Christian Savestre et à Karine, je crois, de cette invitation pour vous présenter mon dernier ouvrage, qui n'est pas La fabrique de nos servitudes, Christian, puisque celui-là, je vous l'ai présenté il y a 2 ans, mais qui est sur la décivilisation, les nouvelles logiques de l'emprise, qui est paru donc en février 2025, et c'est celui que je vais vous présenter avec, je dirais, si vous voulez, peut-être un élargissement un petit peu des thèmes, en vous proposant peut-être ce soir d'évoquer la question de la décivilisation au technofascisme, puisque je pense qu'effectivement les choses ne se sont pas tellement arrangées depuis quelques mois, comme vous le savez.
Alors, vous avez bien voulu citer le manifeste des œuvriers, puis nous l'avons publié avec Charles Sylvestre, qui est journaliste à l'Humanité, qui est un rédacteur en chef à l'Humanité, et Bernard Lubat, que vous connaissez comme musicien de jazz assez célèbre, en tout cas dans le Midi de la France, avec cette idée que justement, ce dont aujourd'hui nous souffrons principalement, c'est une espèce de prolétarisation de nos métiers, c'est-à-dire de taylorisation de nos métiers qui se trouvent transformés en segments très technicisés, en segments très morcelés et très programmés, très contrôlés, très normalisés, prescrits par de pseudo-experts qui nous indiquent finalement ce que nous devrions faire et que sans doute n'ont d'ailleurs jamais fait. Donc, si vous voulez, l'idée du manifeste des œuvriers, c'est que parmi les actes de résistance, il y a cette restitution de la dimension d'œuvre, je dirais, de l'acte professionnel, quel que soit le lieu où cet acte s'exerce, c'est-à-dire une espèce de restauration, si vous voulez, de la dimension artisanale et artistique de nos métiers. On en parlera. Et je pense que la résistance, peut-être aujourd'hui la résistance politique, la résistance culturelle, pourrait passer par le truchement, par le viatique justement, d'une espèce de réappropriation par les professionnels de leur liberté d'œuvrer que les technocraties et bureaucraties néolibérales ont confisqué. C'est de ça dont il est question quand on parle de prolétarisation, et on en parle au sens du jeune Marx, si vous voulez, du Marx, on va dire hegelien, où la prolétarisation, c'est la confiscation, d'une certaine manière, du savoir, du savoir-faire et du savoir-être de l'artisan par le mode d'emploi des machines, aujourd'hui des machines immatérielles, des machines essentiellement, comme vous savez, algorithmiques. Voilà pour le manifeste des ouvriers. En ce qui concerne la santé totalitaire, je me permets juste d'amender un petit peu ce que vous avez dit, Christian. En ce qui concerne la santé totalitaire, nous l'avons écrit avec Marie-Josée Delvolgou. C'est un ouvrage qui était intitulé aussi Essai sur la médicalisation de l'existence et qui a été prolongé par un autre ouvrage qui s'appelait Exilés de l'intime, la médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre économique. Voilà, donc juste pour reprendre, je me suis permis donc d'amender un petit peu ce que vous avez dit. Pour la Cambre, comme vous le savez, c'est pendant le Covid, donc malheureusement, je ne suis jamais allé à la Cambre, qui est un endroit absolument merveilleux, paraît-il, mais que je ne connais pas, puisque j'ai donné que la moitié du volume horaire qui m'avait été attribué, étant donné qu'il y a eu le Covid et qu'on a essayé d'abord par 2 conférences visio, mais ça ne remplaçait pas, bien sûr, je dirais, la chaire présentielle, et on a abandonné avec les directeurs de la Cambre. Donc ce projet, ce que je regrette bien sûr beaucoup. Alors, aujourd'hui donc, je vais vous présenter mon dernier livre, et je commencerai un peu comme à mon habitude, je commencerai par des citations. Moi, je suis un peu un fan du philosophe Walter Benjamin, que vous connaissez, et qui avait cette idée un jour d'écrire un ouvrage constitué uniquement de citations. J'en ai rêvé, mais je ne l'ai pas fait. J'ai essayé de convaincre mon éditeur. Il m'a dit, écoute, renonce à ça pour l'instant, en tout cas. Donc voilà. Mais je pense qu'effectivement, c'est extrêmement important d'avoir si vous voulez, le propre quand même quelque part de notre culture, et on le voit bien en France, et en particulier on le voit bien aujourd'hui dans, je dirais, l'incarnation du néolibéralisme que peut représenter notre président de la République. Il y a un déni de la dette.
quelque chose qui est finalement je me suis fait moi-même et je n'ai de dette vis-à-vis de personne. Je crois que citer est une façon de reconnaître en quelque sorte que la liberté requiert la présence d'autrui, comme le disait Hannah Arendt, et que la création requiert quelque part justement des compagnons de vérité que sont ceux qui nous ont précédés. C'est la raison pour laquelle j'impose à mon public, et j'espère qu'il ne m'en veut pas trop, souvent de nombreuses citations. Alors je commencerai la première par une citation de Stefan Zweig, qui écrit dans Le Monde d'hier, souvenir d'un Européen. « Nous avons dû donner raison à Freud quand il nous voyait dans notre culture qu'une masse couche que peuvent crever à chaque instant les forces destructrices du monde souterrain. Nous avons dû nous habituer peu à peu à vivre sans terre ferme sous nos pieds, sans droit, sans liberté, sans sécurité. » La deuxième citation est de Simone Weil, celle que Sartre appelait la Vierge rouge, comme vous savez. Il est bien juste de dire que le fascisme anéantit la pensée libre. En réalité, c'est l'absence de pensée libre qui rend possible d'imposer par la force des doctrines officielles totalement dépourvues de signification. Je crois que c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, je crois que nous sommes dans une situation, je dirais, culturelle, et vous verrez, je reprends avec Norbert Elias un peu la différence entre culture et civilisation, nous sommes dans une situation culturelle où la censure ne procède pas par l'interdit, mais elle procède par une série d'empêchements, une grammaire d'empêchements. Et que ces empêchements, finalement, nous empêchent tout simplement d'avoir les conditions sociales pour pouvoir penser. Et c'est ce qui constitue le terreau de tous les fascismes. Alors, j'emploie le terme fascisme, je le dis d'entrée. Vous savez qu'il y a deux écoles. Il y a ceux pour qui le fascisme, c'est le fascisme historique, point barre, mais ceux pour qui il y a un fascisme, on va dire, génératif, en quelque sorte, matriciel, comme Umberto Eco, par exemple, ou Ziv Sternel, ou d'autres. Bon, c'est un peu mon point de vue, où le fascisme est quelque chose de beaucoup plus large, une espèce de fascisme originaire, pourrait-on dire, qui peut prendre différentes formes. Eh bien, je crois que le danger aujourd'hui qui pourrait effectivement permettre la résurgence de nouvelles formes de fascisme, si vous voulez, c'est justement ces empêchements de pouvoir penser. La troisième citation que je vous propose est d'Albert Camus, commentant le travail d'un philosophe du langage. Je pense que si j'ai le temps, je vous parlerai des fake news, etc., qui s'appelle de la réalité alternative, très chère au président Trump, comme vous savez, n'est-ce pas ? Bon. Camus écrit « La critique du langage ne peut éluder le fait que nos paroles nous engagent et que nous devons leur être fidèles. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Et justement, la grande misère humaine, c'est le mensonge. Sans savoir ou sans dire encore comment cela est possible, la grande tâche de l'homme est de ne pas servir le mensonge. » Je crois que notamment les déclarations politiques que nous avons connues, que nous connaissons de certains hommes politiques, je ne vais pas m'acharner sur mon président de la République, bien évidemment, mais c'est justement d'avoir des paroles à responsabilité limitée au moment où ils les prononcent, et donc par conséquent qu'ils n'engagent pas. Et je crois que c'est là où effectivement il y a, si vous voulez, quelque chose d'extrêmement dangereux qui ajoute au malheur du monde. Enfin, je terminerai, non, je crois que j'avais deux autres, tant pis, par cette analyse si cruelle et lucide d'Hannah Arendt qui dit « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser, de juger. Et en un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. » Je crois que c'est le pari, par exemple, du président états-unien, n'est-ce pas, avec les réalités alternatives. J'y reviendrai encore une fois si on a un peu le temps. Donc, cette manière de maltraiter, pourrait-on dire, le langage. Enfin, pour rendre un hommage appuyé à ce visionnaire que fut Alexis de Tocqueville, je vous donnerai une dernière citation, promis, presque.
Je veux imaginer sur quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui retournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart et comme étranger à la destinée de tous les autres. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ne cherche qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Je crois que ce que Alexis de Tocqueville nous dit en 1840, vous voyez, presque 2 siècles plus tard, est en train de se réaliser, pourrait-on dire, par le truchement notamment du pouvoir des technologies, bien sûr, et les révolutions culturelles que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, une fois tracés les sillons des axes de mon travail, je voudrais vous dire pourquoi j'ai finalement commencé cet ouvrage qui s'appelle « Décivilisation ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, ce terme a surgi en même temps que le terme d'ensauvagement, de sauvagement, etc., dans la bouche du président de la République. Je suis désolé d'insister beaucoup ce soir là-dessus, bon. Et notamment à la suite des émeutes de 2023 qui avaient suivi la mort du jeune Naël. Si vous vous souvenez, il y avait eu un contrôle de police et un refus d'obtempérer, et le policier avait tiré à bout portant sur ce jeune Naël, et la France, en juin 2023, était à feu, à sang, etc. Et on a parlé à ce moment-là de décivilisation, on a parlé à ce moment-là de sauvagement, etc. Et dans un climat qui était par ailleurs accompagné d'actes racistes, d'actes antisémites, ou encore au cours de manifestations, d'occupations de lieux symboliques, tels qu'on a pu connaître en France, et, si vous voulez, à plusieurs reprises, aussi bien dans la bouche d'Emmanuel Macron que, n'est-ce pas, dans la bouche des ministres comme Olivier Véran et compagnie, ou aussi de ses courtisans comme Jérôme Fourquet et autres. On a parlé d'ensauvagement, on a parlé de décivilisation, et on a attribué cela souvent à, je dirais, des particularités, je dirais, de banlieusards, ou bien des particularités communautaires, ou encore à des enfants rois mal élevés, mal éduqués, n'est-ce pas bon, je pense que c'est vraiment ne pas connaître Norbert Elias. Même si Emmanuel Macron dit que c'est Norbert Elias qui a parlé de décivilisation, ce qui est vrai, puisque Norbert Elias a écrit, comme vous le savez, un ouvrage qui s'appelle Les Allemands, qui a été publié en 1989, où il parle de décivilisation, mais il faut le restituer dans le corps de l'œuvre, c'est-à-dire dans les ouvrages qu'il a écrits précédemment sur la civilisation des mœurs, sur la dynamique de l'Occident, sur la société des individus, etc. Donc c'est un concept, et je crois que ce concept, il a été justement détourné au profit d'une utilisation idéologique. Donc, si vous voulez, le premier motif qui m'a amené un peu à écrire cet ouvrage, c'est une sorte d'agacement. Moi qui adorais Norbert Elias, et avec Marie-Josée, nous l'avons beaucoup cité dans Exilé de l'intime, par exemple, eh bien, si vous voulez, cette manière d'utiliser ce concept était absolument absurde, parce qu'en plus, cette assignation en résidence de la violence brutale à des populations marginales, elle faisait silence sur la brutalité avec laquelle certaines manifestations avaient été réprimées par les forces de police en France, ni sur la brutalité d'un pouvoir arrogant qui avait imposé alors sa politique avec mépris des débats citoyens. Vous vous souvenez sans doute, n'est-ce pas, de la manière dont le 49.3 avait été utilisé à l'Assemblée nationale pour faire passer toutes les lois sans débat. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre de la brutalité, comme il y a quelque chose, si vous voulez, de l'ordre d'une déshumanisation et d'une réification des professionnels lorsqu'ils sont soumis à l'évaluation quantophrénique, n'est-ce pas, ou lorsqu'ils sont, comme vous le savez, taylorisés, ce que j'évoquais tout à l'heure, ou lorsqu'ils sont pris dans
dans une précarité de leur situation sociale. Donc en quelque sorte, c'est comme si l'ensauvagement, comme si la brutalité, comme si la décivilisation n'était que d'un côté et sans tenir compte du contexte social, culturel, civilisationnel d'où ces actes pouvaient émerger. Et donc, faire porter à une partie de la population, les jeunes des banlieues par exemple, ou encore les populations marginales, ou encore les héritiers, les enfants rois, la responsabilité de ce retour de la violence dans la société, n'a pu témoigner de mon point de vue que de la surdité du pouvoir et a redoublé sa violence dans la manière même dont il a, je dirais, adultéré le concept de Norbert Elias en l'utilisant de manière idéologique, parce que, par exemple, si vous prenez la question de l'ensauvagement, il y a eu un travail très important de Thérèse Delpech sur l'ensauvagement du monde, où elle montre bien que ce qu'elle appelle l'ensauvagement du monde n'est pas, encore une fois, la particularité de telle ou telle population, de tel ou tel individu, mais est due souvent à une espèce de développement intensif des techniques, des industries, des moyens économiques qui ne sont pas, je dirais, suivis, accouplés à une évolution, on pourrait dire, affective et culturelle. C'est-à-dire que, pour le dire simplement, c'est comme si les individus se trouvaient vivre techniquement au-dessus de leurs moyens psychiques. Et là, on le verra combien ça a joué énormément au moment de l'émergence du nazisme et du fascisme. Ça, j'en reparlerai un peu tout à l'heure. C'est-à-dire que, si vous voulez, ça a été aussi très bien montré par un certain nombre de sociologues, n'est-ce pas, ce grand déséquilibre, pourrait-on dire, entre les progrès technologiques, les progrès industriels, les progrès scientifiques, les progrès économiques, et l'état, je dirais, de privation culturelle des sujets. Alors, le pouvoir avait ainsi détourné pour des raisons idéologiques le sens d'un concept introduit par Norbert Elias, concept qui était inséparable chez lui de toute son œuvre sur ce qu'il appelle la civilisation des mœurs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien Norbert Elias, mais la civilisation des mœurs, chez Norbert Elias, c'est l'étude de milliers de pages de traités de savoir-vivre, etc., qui montrent que, pour faire vite et pour faire simple, entre le XVIIe siècle et le XXe siècle, enfin le XIXe principalement, on a une espèce de privatisation des instances de contrôle, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les États deviennent des États centralisés et des États forts. Bien sûr, il s'appuie sur Max Weber, il s'appuie sur Mauss, etc., sur Durkheim et autres. Au fur et à mesure que les États, et en particulier les États européens, il prend les Pays-Bas, il prend la France, il prend l'Angleterre, etc., au fur et à mesure que ces États sont centralisés, ils monopolisent, si vous voulez, la violence et bon, on l'a déjà chez Hobbes, mais un peu différemment, on y reviendra plus tard si on a le temps. Au fur et à mesure, on va dire qu'ils peuvent accompagner progressivement, de par l'évolution des rapports entre les classes sociales, ils peuvent s'accompagner d'une délégation des pouvoirs de contrôle. Je ne sais pas si je suis très clair. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, ce que montre Norbert Elias, encore une fois, c'est un travail psychologique, anthropologique et sociologique très fin, très méticuleux, où, en gros, bien sûr qu'il y avait des normes. Les normes, comme le dit Canguilhem, c'est la somme des exigences qu'on impose à des existences. Bien sûr qu'il y avait des normes au Moyen-Âge, bien sûr qu'il y avait des normes dans la société médiévale, même si on pouvait, n'est-ce pas, manger collectivement en se servant dans l'assiette du voisin, se moucher dans la nappe ou découper, n'est-ce pas, la viande avec son poignard, etc. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. Mais disons qu'il y a une espèce de ritualisation qui s'installe au fur et à mesure de l'importance notamment de cette centralisation dont je parle, mais aussi de l'importance, si vous voulez, de la montée de la bourgeoisie dans son accès aux postes de décision politique, aux postes de pouvoir, qui fait qu'on va de plus en plus vers une société des individus, pour le meilleur, d'ailleurs pour le pire, on y reviendra. Donc l'idée chez Norbert Elias, c'est qu'en gros, le pouvoir n'a plus besoin
d'une police, si vous voulez, qui va contrôler l'ensemble des comportements, parce qu'il y a des processus, on peut dire, d'intériorisation des interdits qui font que les individus eux-mêmes sont chargés. Bon, vous avez compris, ça n'est pas sans rapport avec le message des Lumières. Sors de l'état de minorité dans lequel tu te complètes toi-même, n'est-ce pas? Ne te fie qu'à ta raison critique, à ta loi morale, c'est-à-dire en gros, c'est, on va dire, l'autonomie d'une certaine manière de l'individu qui, en échange du pouvoir qu'on lui donne de piloter sa conduite, accomplit un certain nombre d'actes qui fait qu'il va renoncer aux satisfactions sexuelles et agressives, n'est-ce pas, de lui-même, sans que pour autant la société les lui impose directement et manifestement. Donc, on peut d'accord, on peut amender les choses. Encore une fois, il faut bien voir que Norbert Elias c'est quelqu'un d'extrêmement, il a une érudition absolument extraordinaire du côté de la psychanalyse, du côté de la médecine, du côté de la sociologie, du côté de l'anthropologie, et on peut au moins lui accorder ce crédit de cette enquête, si vous voulez, qui met en évidence qu'il y a une fabrique de ce que Pierre Bourdieu appelle des habitus, c'est-à-dire des dispositions à penser ou à agir d'une certaine manière. Il y a des processus de civilisation qui tendent, en quelque sorte, à renoncer aux satisfactions sexuelles et agressives, n'est-ce pas, en échange, pourrait-on dire, de la possibilité de se gouverner soi-même. Alors, encore une fois, il faut bien voir que chez Norbert Elias, il n'est pas évolutionniste, c'est pas un truc biologique, c'est pas un truc naturel, c'est plus compliqué, les processus de civilisation ne sont pas établis une fois pour toutes. Quand je vais vous parler plus précisément des décivilisations, il ne faut pas croire que cette régression anthropologique de décivilisation qu'on va voir avec les nazis et les fascistes, par exemple, ça soit quelque chose d'abominable par rapport au processus, c'est pas ça, puisque pour lui, c'est sans cesse des processus, si vous voulez, qui entrent en conflit et en contradiction, et qui, c'est ce qui est intéressant chez Norbert Elias, si vous voulez, comme chez Pierre Bourdieu, ne dissocie pas, pourrait-on dire, la psychopathologie des individus et de leur comportement des structures sociales. C'est cela qui me paraît intéressant, puisque comme vous le savez, pour Bourdieu, les habitus, ces dispositions à penser et à agir, qui sont intériorisées, bon, ce sont des règles sociales que les individus avalent, intériorisent, n'est-ce pas? Mais en même temps, comme ils les agissent, ils les confortent. Et il y a sans cesse ce mouvement dialectique entre, si vous voulez, les règles du jeu social, et donc les règles, bien évidemment, des luttes de pouvoir entre les classes sociales, et ces manières d'être. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà. Alors, si vous voulez, ce qui est donc intéressant chez Norbert Elias, et qui vient faire rupture par rapport à l'utilisation idéologique qu'en fait Emmanuel Macron et ses courtisans, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est justement qu'à un moment donné, on va dire, Norbert Elias se trouve confronté au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Sur la Première Guerre mondiale, il ne dit pas grand-chose, et ça c'est intéressant, on verra, on aura peut-être le temps d'en reparler, mais on va dire qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il s'interroge sur, en quelque sorte, cette régression anthropologique que comporte la barbarisation du comportement des nazis à l'égard de la victime, dans manifestement aucune empathie, et, je dirais, une logique de destruction dont nous savons aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'elle n'était pas simplement, pourrait-on dire, le désir d'anéantissement de l'ennemi, du côté de ce qu'on peut appeler la guerre totale, pour aller vite, n'est-ce pas, la guerre absolue, mais en même temps presque un désir d'anéantissement pour l'anéantissement. On verra que c'est d'ailleurs le propre des fascistes. Le propre des fascistes, si on veut bien inclure le nazisme dans le fascisme, j'y reviendrai, c'est ce que Erich Fromm appelle les amants de la mort. C'est-à-dire qu'il y a ce désir, si vous voulez, d'un mouvement pour le mouvement qui va jusqu'à la destruction. Et le propre d'ailleurs qu'on va retrouver aussi bien dans le nazisme que dans le fascisme, c'est une espèce de militarisation de la vie civile qui fait
que, comme le disait Mussolini, par exemple, n'est-ce pas, ce n'est pas un parti, le fascisme, c'est un mouvement, et c'est un mouvement qui doit à tout moment être capable de se transformer en milice militaire. Et donc, si vous voulez, il n'est pas étonnant, par exemple, qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les nazis ont la conviction qu'ils vont perdre la guerre, et ils le savent, eh bien, ils ne cherchent pas à négocier, pourrait-on dire, pour essayer de sauver ce qui reste. Par exemple, Albert Speer, un des ingénieurs, dit à Hitler, mais il faut quand même préserver, etc. Hitler lui dit, on ne préserve rien, puisque la race aryenne n'a pas été capable de gagner la guerre, elle doit disparaître, et il invite, bien sûr, à se suicider, comme lui-même se suicidera dans le bunker avec Eva Braun. Donc, si vous voulez, il y a donc quelque chose qui est de l'ordre d'une logique, ça c'est très important par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au passage, c'est un problème. Il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que c'est une logique dont on peut dire le désir ultime n'est pas de gagner ou de vaincre ou de détruire l'adversaire, mais c'est un mouvement de destruction totale, n'est-ce pas? Et, si vous voulez, le propre, par exemple, des techniques nazies était d'amener les victimes, comme vous le savez, à se tuer elles-mêmes. Et lorsque les victimes ne sont plus tuées elles-mêmes, ils se sont eux-mêmes mis à la place des victimes en se tuant, en se suicidant. L'histoire de la famille Goebbels est là-dessus tout à fait significative. Alors, donc, je reviens sur l'histoire de la décivilisation. Ces crises, si vous voulez, contemporaines, ces ruptures contemporaines, elles apparaissent à un moment donné où on peut dire, mais alors, en quelque sorte, Norbert Elias, ça nous parle d'une civilisation des mœurs, d'une société des individus, d'une dynamique de l'Occident. C'est les 3 tomes qui ont été publiés en français de l'œuvre d'abord de Norbert Elias, si vous voulez. Eh bien, il y a quelque chose qui est d'ordre d'une contradiction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre qu'il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction entre ces processus de civilisation et la décivilisation qui, d'une certaine manière, en fait partie. C'est-à-dire que la dislocation du tissu social et politique révèle une apocalypse à un moment donné, c'est d'ailleurs le mot d'apocalypse veut dire, comme vous le savez, révélation, une apocalypse de la démocratie, en particulier de la démocratie libérale, qui va par exemple aujourd'hui se manifester par l'émergence croissante de régimes illibéraux, par la montée de l'extrême droite, par le retour des fascismes, dont les cycles de violence sont les symptômes autant que les causes. Et je rappelle dans mon livre, bon, je ne vais pas vous résumer 400 pages comme ça, mais je rappelle notamment ce terrible diagnostic que fait Ziv Ternel. Ziv Ternel, vous le savez, est cet historien qui a essayé de montrer que le fascisme n'est pas né en 1919 en Italie ou en 1933 ou 1920, si vous voulez, 20 et quelques en Allemagne, mais que le fascisme est né à la fin du XIXe siècle en France, c'est ça qui est intéressant. Et ce qu'il nous dit, c'est que le fascisme est à la fois le produit d'une crise de la démocratie libérale et d'une crise du socialisme. Il est une révolte contre la société bourgeoise. Le fascisme se présente ainsi comme l'expression d'une rupture qui a tous les signes d'une crise de civilisation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de le reporter, je ne sais pas si je suis clair, à, si vous voulez, cette crise de civilisation. C'est-à-dire que ce que constate, si vous voulez, Norbert Elias, si on y reviendra, c'est en quelque sorte dans un État comme l'État de l'Allemagne, eh bien, on va dire que la société, les postes politiques, les postes de décision politique au sein de la société n'étaient pas occupés, pourrait-on dire, par la bourgeoisie, n'étaient pas occupés, si vous voulez, même par le capitalisme, mais les postes de décision politique étaient essentiellement la vraie Allemagne, c'était l'armée, c'était l'empereur, c'était, si vous voulez, l'aristocratie de cour. Et c'est cela qui est extrêmement important, c'est-à-dire que même si, bien sûr, il y a des lumières allemandes, même si, bien sûr, si vous voulez, au XVIIIe, il y a cette émergence au sein de l'Allemagne
de cette culture qui met en évidence que j'essaie de vous dire tout à l'heure. Enfin, je fais que vous redire ce que dit Norbert Elias. On reviendra un peu plus après à ce que je propose, mais si vous voulez, on peut dire que, en gros, le nazisme va naître, bien sûr, avec le traité de Versailles en 1918, bien sûr va naître avec la crise économique en Allemagne, etc. Mais il va naître aussi sur le terrain, si vous voulez, d'un pays qui était un pays qui n'avait pas fait sa conversion civilisatrice telle que Norbert Elias la propose. Encore une fois, je ne m'engage pas moi, j'engage la parole de Norbert Elias, n'est-ce pas ? C'est-à-dire de cette individuation, de cette privatisation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que, en gros, lorsque la bourgeoisie voulait, en quelque sorte, si vous voulez, accéder à des postes de responsabilité politique, elle était obligée de s'approprier les habitus qui n'étaient pas les siens, mais qui étaient ceux de l'aristocratie de cour, qui étaient ceux de la noblesse militaire. Et ces habitus, par exemple, il y a eu des analyses très intéressantes de Norbert Elias là-dessus, lorsqu'il analyse ce qui se passait dans les universités, dans les associations des étudiants, dans les associations para-universitaires, dans, si vous voulez, tous les lieux de fabrique, pourrait-on dire, des élites traditionnelles des décideurs politiques. Ce qui comptait, c'était les mythes de donner réparation, demander réparation, c'est-à-dire les duels. Vous pouvez vous imaginer le nombre de gens qui ont pu se trucider dans ces associations para-universitaires, dans ces établissements périscolaires, etc. Ce qui comptait, c'était le mythe du sacrifice, c'était l'héroïsme, c'était la guerre. Et il y a une phrase très forte de Norbert Elias qui, pour moi, résume beaucoup de choses dans tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'il dit qu'en 1870-1871, la victoire de l'armée allemande sur l'armée française n'a pas seulement été la victoire de la Prusse sur la France, ça a été la victoire de la noblesse sur la bourgeoisie. C'est-à-dire que ce qui va donner, si vous voulez, une idée de ce qu'est en quelque sorte la nation, pour aller vite, ça n'est pas comme en France, la Révolution, ça n'est pas comme dans certains pays, si vous voulez, la culture, la tradition du dialogue, du compromis, de la concession, etc. C'est essentiellement la victoire militaire. C'est ça qui est extrêmement important. Et ça, je crois que c'est très important, c'est-à-dire qu'on y assiste aujourd'hui, la militarisation de la vie civile est le mode d'entrée, si vous voulez, dans ce type de processus de décivilisation qui conduit au fascisme. C'est ce point qui est extrêmement important. Et si vous prenez, encore une fois, par exemple, Mussolini, eh bien, il faut voir comment est-ce que Mussolini est arrivé au pouvoir, comment est-ce qu'il a constitué le parti fasciste en Italie. Il l'a fait sur la base des faisceaux de combat qui ont recyclé les arditi, c'est-à-dire les ardents, c'est-à-dire les têtes brûlées de la Première Guerre mondiale, et cette phrase de Mussolini, que ceux qui dans le pays n'ont pas payé de leur sang, payent de leur argent, et l'idée, c'est qu'en quelque sorte, la vie sociale n'est rien d'autre que la poursuite de la fraternité des tranchées. C'est ça que vous trouvez aussi bien, encore une fois, dans le fascisme italien que dans le nazisme allemand. Alors, bon, je ne veux pas, encore une fois, juste vous donner quelques propositions pour qu'on puisse débattre. Le retour des fascismes dont je parle aujourd'hui, et que j'ai annoncé dans mon livre d'ailleurs, avant même, encore une fois, nombre de choses qu'on a pu voir depuis, se présente sous de nouvelles formes que j'appelle technofascistes, qui me semblent incarnées notamment par le couple Elon Musk-Trump. Même s'ils sont plus ou moins divorcés, ce n'est pas le problème, ils sont tout à fait significatifs. C'est-à-dire une espèce de copulation qu'on va retrouver systématiquement, aussi bien d'ailleurs dans le nazisme que dans le fascisme, entre des valeurs conservatrices très réactionnaires, la pensée MAGA par exemple aux États-Unis, et en même temps, si vous voulez, des promesses futuristes, des utopies futuristes. On voit bien par exemple, si vous prenez encore une fois Mussolini, vous avez
des faisceaux de combat qui vont servir encore une fois à protéger les grands propriétaires terriens et les industriels italiens avec les valeurs traditionnelles, n'est-ce pas, dont a parlé par exemple Pasolini, parce que Pasolini parle de clérico-fascisme, etc. Et en même temps, vous avez tout le courant des futuristes, Marinetti et autres, et vous retrouvez à peu près la même chose au niveau du nazisme, c'est-à-dire d'un côté, n'est-ce pas, les vieilles valeurs très réactionnaires et très conservatrices, et de l'autre, les promesses de la technologie, les promesses du développement des sciences, les promesses du développement, encore une fois, le plus futuriste, du transhumanisme et autres. Et donc je crois qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, cette jonction qu'on a pu voir avec l'histoire, avec Hitler et Mussolini, je crois qu'on la retrouve aujourd'hui, encore une fois, de nos jours, avec, par exemple, bien sûr, si vous voulez, la manière dont les entrepreneurs de la Silicon Valley se sont ralliés à Trump, même s'ils ont un temps soutenu le Parti démocrate. Alors, depuis la publication de mon livre, d'ailleurs, quelqu'un en a écrit un autre qui a eu plus de succès que le mien, hein, c'est normal, et plus connu que moi, c'est Giulia d'Amboli. Et son livre, n'est-ce pas, L'heure des prédateurs, conforte mes thèses, parce que quasiment quand j'ai lu son livre, j'ai retrouvé bien des thèses que j'avance, c'est-à-dire cette jonction politique entre les entrepreneurs de la tech et les nouveaux autocrates machiavéliques produits par le chaos nécessaire pour imposer un nouvel ordre, mettant à terre les anciennes règles, lois et procédures. Je dirais d'ailleurs que, à ma manière, que l'effondrement de la démocratie libérale, l'échec de la social-démocratie produisent un vide duquel émergent ces nouveaux fascismes. Il faut bien voir, et c'est un point qui est extrêmement important, c'est que si vous voulez, l'extrême droite, d'une manière générale, a besoin du désordre pour pouvoir prospérer. C'est-à-dire elle a besoin d'un chaos social et culturel pour montrer qu'elle est la seule à mettre de l'ordre. Ce qui fait que d'ailleurs, elle ne peut pas le faire véritablement, puisque si elle le fait véritablement, n'est-ce pas, à partir de ce moment-là, on retomberait dans un équilibre social et culturel. Elle a besoin, bien évidemment, que se maintienne l'horizon d'un chaos pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Alors, bon, je ne sais pas si je suis clair, j'ai encore un peu de temps, oui, parce que j'ai un peu de pensée. Bon. Alors, si vous voulez, la thèse de Norbert Elias sur les fossiles de civilisation, je crois qu'il faut quand même qu'on la reprenne, elle est extrêmement importante, ça colle énormément c'est normal ça ? Ah oui, c'est parce que vous l'avez attaché avec du sparadrap qui me colle les doigts. Ah, voilà, c'est pour ça. C'est très, très désagréable. Je me demandais ce que vous avez. Bon. La thèse de Norbert Elias, elle est en droite ligne de l'œuvre séminale de Max Weber. C'est que la construction de l'État français, par exemple, donc de son monopole de la violence physique légitime, a entraîné une civilisation des mœurs, à savoir un abaissement du seuil de tolérance à la violence physique et une montée de la pudeur. La sociogenèse de l'État est contemporaine de la transformation de la psychogénèse des individus. Et c'est ça l'idée de Norbert Elias. Je vous demande pour l'instant de l'accepter telle qu'elle, même si, encore une fois, on peut l'amender tout à l'heure. Donc l'espace social, pour lui, s'est pacifié, au moins relativement. L'espace domestique s'est lui aussi transformé radicalement, au moins autant que les règles du vivre ensemble. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus piocher pleinement dans les plats, et les héros et autres flatulences sont désormais malvenus dans la vie sociale, les habitudes à table et dans les lits sont modifiées. Avant, il montre que dans certaines sociétés médiévales, par exemple, dans le lit, n'est-ce pas, de la dame de maison, dormait la servante, mais vous pouvez dormir les invités, etc. Si vous voulez, il fait une analyse très fine, encore une fois, de la manière dont on se tient à table, de la manière dont on se couche, de la manière dont on habite, de la manière dont on va faire sa toilette, de la manière, encore une fois, dont on va faire l'amour. Il fait cette analyse-là sur des milliers et des milliers de pages. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de vous dire. En gros, ce qu'il appelle cette civilisation des mœurs, sans jugement moral, encore une fois, c'est une dynamique de l'Occident qui, comme vous le savez, aboutit bien sûr d'une certaine manière à la domination politique de la bourgeoisie, d'une bourgeoisie, encore une fois, qui est aussi bien inspirée par les Lumières kantiennes que par la logique de profit du capitalisme, bien évidemment.
Personne n'est parfait dans ce monde. Alors, si vous voulez, sa grande question, c'est pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait, justement, en Allemagne, hein, et encore une fois, pourquoi ça ne s'est pas produit en Italie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que, justement, il montre que les différences entre la construction précoce de l'État français et la construction tardive et difficile de l'État allemand pourraient expliquer cela. C'est-à-dire que, pour faire vite et pour faire simple, ce qu'il montre, si vous voulez, c'est qu'en gros, il y avait une niche écologique culturelle favorable à l'émergence de la barbarisation des comportements nazis. Je vous donne un seul exemple qui est repris par Norbert Elias. Par exemple, l'obsession aristocratique des quartiers de noblesse va inscrire un sillon dans lequel va être ensemencée l'obsession folle de la pureté raciale. Vous voyez, de la même manière, les logiques, encore une fois, de violence, de brutalité, etc., c'était déjà ce qui était en cours à partir du moment où l'aristocratie a gagné, pourrait-on dire, sur la bourgeoisie, la guerre culturelle. C'est de ça dont il est question. Encore une fois, sans jugement moral, hein, je ne dis pas c'est bien, c'est pas ça, mais il y a eu une guerre culturelle qui a été gagnée par l'aristocratie, l'armée, l'aristocratie de cour, l'armée allemande. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et c'est cela qui a favorisé, encore une fois, cette barbarisation des comportements. Ce qui ne veut pas dire que bien sûr, vous le savez, que les industriels ou que les bourgeois allemands ne sont pas ralliés au nazisme, mais ils l'ont fait par des calculs, par des stratégies, on le sait bien. Hein. Vous lire l'ouvrage remarquable d'Éric Vuillard qui s'appelle L'Ordre du jour, par exemple. Comme vous savez, ils sont passés à la caisse. Ça a été pareil, bien sûr, pour les grands propriétaires terriens et les industriels italiens. Ils sont passés à la caisse pour financer le parti. Mais encore une fois, c'était pas leur premier choix. Johann Chapoutot a montré dans Les Irresponsables aussi que, en gros, leur premier choix, c'était la droite. C'était la droite libérale, etc. Et que c'est ensuite que, n'ayant pas le choix, si j'ose dire, ils se sont rabattus sur les extrêmes. Alors, c'est cette niche écologique culturelle dont j'essaie de vous parler, parce que je crois qu'elle doit nous interroger aujourd'hui. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire aujourd'hui que nous soyons, encore une fois, plus dans un état où il y a plus de violence. Il y a eu des travaux là-dessus, hein, plus de crimes, plus de meurtres, plus de ceci, plus de cela. Mais il y a comme disait l'autre, il y avait une atmosphère. Un djihadiste disait à un moment donné, comme vous savez, un des spécialistes du terrorisme djihadiste, là, il y a une espèce d'atmosphère de quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce de brutalisation des comportements, de sentiment d'insécurité, on y reviendra, et qui mériterait, mais là je n'ai pas le temps, il y a tout un chapitre là-dessus, de savoir comment chaque société traite cet affect politique qu'on appelle la peur. Mais ça, je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui. Alors, si vous voulez, le rappel que j'essaie de faire très vite, c'est donc du côté de l'interrogation de Norbert Elias, qu'est-ce qui fait, encore une fois, qu'il y a eu cette brutalisation des comportements des nazis envers leurs victimes? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cet effacement de l'empathie, etc.? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette soumission à un leader, à un appareil qui a transformé les individus en automates? Comment est-ce que les individus acceptent, sous hypnose collective, à se laisser réduire à une mécanique, à des automatismes, alors même que, comme vous le savez, dans les idéologies, les nazis, ils étaient très écolos, si j'ose dire. Hein. C'est-à-dire, ils faisaient l'éloge du vivant, ils faisaient l'éloge, encore une fois, de la nature, l'éloge, n'est-ce pas, de la vie, etc. Donc, et bien sûr, dans la pratique, c'est tout à fait l'inverse. Alors, je crois que c'est là où il me semble que Norbert Elias nous apporte vraiment quelque chose, parce qu'il en vient, et là, j'en viens à l'essentiel
mon livre et de mes livres, parce que comme vous l'avez gentiment dit, Christian, ça fait déjà plusieurs années que je publie là-dessus. Or, avant, j'ai publié aussi une dizaine de livres sur d'autres choses, d'épistémologie, enfin, etc. Mais disons que les 12 derniers sont un peu centrés sur la question plus sociale, plus culturelle. Eh bien, ce qu'il montre, c'est qu'il y a eu, dans cette civilisation des mœurs, dans cette culture-là, il y a eu, on fera la différence tout à l'heure, il y a eu un mépris du langage, un mépris des intellectuels, un mépris du dialogue, un mépris de la négociation. C'est ce qu'on va retrouver si vous prenez le texte d'Umberto Eco sur le fascisme originaire, vous retrouvez tout ça. C'est en gros l'éloge du mouvement pour le mouvement, c'est l'éloge de l'action pour l'action. C'est en gros les intellectuels sont des châtrés, ils sont émasculés, ils parlent, le langage ça veut strictement rien dire, ce qui compte sont les actes, etc. Si vous prenez la liste, n'est-ce pas, des 10 traits que Umberto Eco trouve comme établissant le diagnostic, vous verrez que on rejoint quelque chose qui se produit aujourd'hui. On retrouve quelque chose, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, n'est-ce pas, l'effacement de l'empathie, par exemple. L'effacement de l'empathie dans nombre de nos sociétés. Bon, en Europe du Nord, c'est encore un peu différent, mais en tout cas, en Europe du Sud, c'est bien évident. Or, l'effacement de l'empathie, vous savez peut-être que Hannah Arendt disait que c'était le premier symptôme de l'émergence des sociétés totalitaires. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, si vous voulez, l'incapacité à s'identifier à l'autre tout en restant soi-même, c'est un des premiers symptômes de l'installation de régimes totalitaires. Et je crois que c'est à ça, bien sûr, que nous sommes aujourd'hui, si vous voulez, confrontés. Alors, bien sûr, aujourd'hui, nous ne sommes pas confrontés, on n'est pas invités, n'est-ce pas, à nous battre en duel, à demander réparation, on n'est pas invités à prendre les armes, pas encore, je dirais, et à se taper sur la gueule, mais il y a la même logique de civilisation, c'est celle qui a été théorisée au début du XXe siècle par Herbert Spencer, c'est-à-dire celle de la compétition, de la concurrence pour une sélection naturelle. C'est-à-dire, si vous vous souvenez de la thèse d'Herbert Spencer, c'est il faut laisser faire la sélection naturelle, ne pas protéger les faibles, les malhabiles, les débiles, les malades, les mal bâtis, parce qu'ils nuisent en quelque sorte à l'indice, pourrait-on dire, de force d'un individu, d'un pays, d'une nation, d'une race. Alors, comme tout le monde le sait, ces thèses de Herbert Spencer font encore une fois, c'est la guerre de tous contre tous, aussi bien au niveau de la cellule, au niveau de l'individu, qu'au niveau de la communauté, qu'au niveau de la société, qu'au niveau d'une nation, qu'au niveau mondial. Il faut que l'État ne se mêle pas de protéger les plus vulnérables. C'est un point qui est extrêmement important. Il faut laisser faire la sélection naturelle. Comme tout le monde le sait, ces thèses de Spencer ont ce darwinisme social. Enfin, c'est pas Darwin, parce que Darwin n'était pas darwiniste social, comme vous savez. Mais ces thèses de Spencer d'un darwinisme social, eh bien, ont justifié les pratiques nazies. Mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que le principe de concurrence est le principe cardinal du néolibéralisme tel qu'il a été établi par l'école de Chicago des économistes dans les années 60, 70, qui s'est progressivement, n'est-ce pas, ancré dans toute la planète. Donc, en gros, aujourd'hui, n'est-ce pas, on ne va pas demander dans les institutions universitaires et scolaires à nos jeunes futures élites de se battre en duel ou de se sacrifier, n'est-ce pas, en prenant les armes, mais on leur demande d'entrer dans le jeu de la compétition en éliminant ceux qui sont moins valables qu'eux, de manière à accéder aux meilleurs postes de décision économique et politique. Je suis clair? Et ça, vous l'avez chez Spencer. Chez Spencer, vous avez, dans son traité sur l'évolutionnisme moral, vous avez cette idée que, au fur et à mesure que les sociétés évolueront, elles remplaceront l'affrontement agonistique par les armes par une compétition économique. Eh bien, c'est à ça que nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que je pense, et je vais faire vite pour pas
trop vous épuiser, surtout que je voudrais quand même vous dire 2-3 mots sur les fake news. N'est-ce pas ? Il faut bien voir, si vous voulez, que aujourd'hui, effectivement, dans une douzaine de bouquins, j'ai tapé tant que j'ai pu sur le néolibéralisme et les catastrophes que ça produisait au niveau de nos métiers, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'université, que ce soit dans la justice, dans l'information, dans la culture, etc. N'est-ce pas ? Cette idée de mise en concurrence généralisée, c'est le néolibéralisme. Mais aujourd'hui, le néolibéralisme, il est en train de crever. Il s'est installé, n'est-ce pas, au niveau mondial, mais il est en train de crever parce que ça ne marche pas. Parce qu'il y a une colère, comme vous savez, des peuples, parce qu'il y a un désespoir, parce qu'on arrive à, je dirais, presque une limite dans la baisse tendancielle, comme vous savez, du taux de profit, pour parler comme Marx. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est l'effondrement d'un néolibéralisme qui est encore toujours, bien évidemment, en cours dans les institutions et dans les pratiques sociales, mais qui déjà a perdu de sa crédibilité et a perdu, à mon avis, de son devenir, et en lieu et place, sur les ruines de ce néolibéralisme, est en train d'émerger de nouveaux fascismes. C'est pour ça qu'à mon avis, on voit poindre à l'horizon ce que j'appelle ces nouveaux fascismes. Je ne sais pas si je suis clair, vous voyez. De la même manière que, on va dire, à la fin du XIXe siècle, le XIXe siècle se terminant en 1918, comme vous savez, c'est à la fin de la Première Guerre mondiale. Le XIXe siècle ne se termine pas en 1999, il se termine, les historiens vous le disent, en 1918. Eh bien, n'est-ce pas, on voit la crise, c'est pour ça que je vous ai cité Yves Sternel tout à l'heure, la crise, si vous voulez, des démocraties libérales et la crise des socialismes tels que, n'est-ce pas, ils apparaissent à ce moment-là à l'Est, par exemple, n'est-ce pas, vont favoriser l'émergence des fascismes. Et bien, je crois qu'aujourd'hui, on a quelque chose de cet ordre. Alors, bon, j'aurais beaucoup de choses encore à vous dire là-dessus, mais je vous dirais simplement, et c'est pour ça que je vous ai donné cette première citation de Zweig, n'est-ce pas, sur le fait que la civilisation, c'est juste une croûte, c'est juste une mince pellicule, n'est-ce pas, qui peut crever à tout moment. Et je ne manque pas le plaisir et le désespoir de vous citer Freud, qui, avec amertume, au moment de la Première Guerre mondiale, lorsqu'il constate le désarroi des individus qui s'aperçoivent que, malgré tout ce qu'on a, en quelque sorte, enseigné au niveau de la philosophie, au niveau de la morale, au niveau de la politique, les États en guerre sont en train de se conduire avec une cruauté et une injustice et une violence qui déshonorerait en temps de paix n'importe quel citoyen. Il note ces désillusions et il dit que, en gros, que ces désillusions qui sont les nôtres face aux abominables massacres des guerres, et je le cite, « Face aux comportements non civilisés dont font preuve durant cette guerre ces citoyens du monde qui sont nos concitoyens, ces désillusions, reposées sur une illusion à laquelle nous nous étions laissés prendre, en réalité, ces derniers, donc ces humains, ne sont pas tombés aussi bas que nous le craignions, car ils ne s'étaient pas du tout élevés aussi haut que nous l'avions cru. » Donc, si vous voulez, là, il y a quelque chose d'extrêmement important. Je crois qu'aujourd'hui, les nouvelles formes sociales des évaluations, des pratiques sociales, au premier rang desquelles vous le connaissez, les évaluations des pratiques professionnelles, constituent un bon analysateur des standards de notre civilisation. Et ma thèse est que cette manière de procéder pour déterminer la valeur, on l'a déjà chez Marx. Il faut lire bien sûr les manuscrits de 44 et de 48, n'est-ce pas, lorsque Marx dit qu'en gros, le propre du capitalisme, c'est de transformer l'ouvrier en capital. Et il dit donc le vivant en abstraction. Il y a cette phrase que je cite toujours, je l'ai citée hier soir, je la cite encore ce soir, je la citerai sans doute encore demain. Il ne faut pas dire qu'une heure de travail d'un homme vaut une autre heure de travail d'un autre homme. Il faut dire qu'un homme d'une heure vaut un autre homme d'une heure. Le temps est tout, l'homme n'est plus rien, il n'est plus que la carcasse du temps. Jour après jour, heure après heure, la quantité décide pour la qualité. Je crois, si vous voulez, que c'est cela qui est passé dans les mœurs de ces évaluations que nous subissons et qui, à mon avis, sont véritablement responsables de ce retour, si vous voulez, d'ensauvagement, de brutalisation, de décivilisation dont
Emmanuel Macron et ses courtisans considéraient que c'était la particularité de certains individus. Je crois qu'il mériterait de se rappeler cette phrase de Bossuet qui disait que Dieu se rit des hommes qui se plaignent des malheurs dont ils chérissent les causes. Et il va de soi, si vous voulez, que pratiquer comme nous pratiquons les évaluations, dévitalisant en quelque sorte le monde comme nous le dévitalisons. Je n'ai pas le temps d'en parler parce que je ne veux pas être trop long, mais il y a beaucoup de choses, bien sûr, sur la gestion algorithmique des populations. Transformer, comme c'est le cas aujourd'hui, si vous voulez, les individus, n'est-ce pas, en segments de population statistique, les transformer en un ensemble de données de big data, etc., c'est une abstraction énorme. Et cette abstraction, peut-être que ça va me permettre de faire le lien. J'ai beaucoup parlé, non? Oui. Je regarde toujours ma femme parce qu'elle... Oui. Bon, alors donc, la dame a dit oui. Bon, la dame dit oui. Alors, vous voyez, donc je vais faire un lien. Vous voyez, un lien avec ce dont je voudrais vous parler. Mais il faut voir que par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train... Aujourd'hui, si vous voulez, on ne contrôle plus les individus. On ne gouverne plus les individus. On contrôle les informations dont ils sont les supports. Aujourd'hui, si vous voulez, on n'a pas besoin, en quelque sorte, de modifier dans la propagande les croyances des individus. On n'en a rien à foutre de ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, ça avait été tout à fait travaillé par Jacques Ellul, ça. Aujourd'hui, la propagande, elle ne cherche pas à vous convaincre. Elle cherche à vous faire agir comme on a décidé que vous devez agir. On cherche à vous faire réagir. Alors, je vais être très clair, par exemple. N'est-ce pas, lorsque Elon Musk entre, n'est-ce pas, dans le combat pour l'élection de Trump, il va procéder par une analyse des données permettant de savoir, n'est-ce pas, les particularités dans des États charnières qui font basculer, bien sûr, le vote, la caractéristique des populations, des majorités. Et par exemple, dans les populations comme le Michigan, qui sont à majorité musulmane, il va envoyer des informations comme quoi Kamala Harris est pro-israélienne et anti-Hamas. Dans des États comme la Pennsylvanie, où la majorité est plutôt une majorité juive, il va dire que Kamala Harris est pro-Hamas et antisémite, etc. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on ne cherche pas à modifier, à convaincre, on cherche simplement à faire voter. Alors, ne croyez pas que ce soit quelque chose de réservé à Elon Musk, parce que le mouvement 5 étoiles avec Beppe Grillo et Casaleggio a procédé de la même façon. L'élection de Macron a joué là-dessus, l'élection d'Obama aussi. Le Brexit, par exemple, on a choisi les messages en fonction des données qu'on pouvait recueillir sur la position des individus auxquels on s'adressait. C'est-à-dire, pour terminer, et ne pas trop épuiser madame, pour terminer, si vous voulez, le contenu des messages qu'on s'adresse ne dépend pas de la foi que l'on a dans ce que l'on dit, ni, encore une fois, de la conviction, n'est-ce pas, à modifier chez ceux auxquels on s'adresse, mais dépend simplement d'une logique des faits. C'est-à-dire la vérité du message n'est plus son contenu de sens, il est l'effet qu'il produit. Et on gouverne de cette manière-là. On gouverne de cette manière-là. Et c'est là où, si vous voulez, je parle de technofascisme, parce qu'il est tout à fait possible pour, je dirais, une oligarchie mondiale, pour une oligarchie, de gérer l'ensemble des populations mondiales sur cette base-là. C'est-à-dire, en quelque sorte, n'est-ce pas, en fabriquant des faits uniquement en fonction des effets que l'on veut produire, que l'on recherche. C'est ça qui est en jeu. Et si vous voulez, encore une fois, j'ai pas
le temps de développer plus que ça, puisque je voudrais qu'on ait un temps de questions et de débats, mais le fil rouge de mon travail, c'est d'essayer de montrer en quoi la dégradation de la fonction critique du langage, le discrédit dont la parole fait l'objet, dans une démocratie dont nous savons avec Claude Lefort que l'invention de la démocratie, c'est la création d'un espace dialogique qui permet que l'on puisse débattre sans s'exterminer, que l'on puisse s'opposer sans s'exterminer. C'est-à-dire qu'il fait de la parole, si vous voulez, le pouvoir, la thérapeutique même de la division de la société. Aristote le dit dans les Politiques, la division de la société n'est pas une mauvaise chose. On ne peut pas avoir tous le même point de vue, sinon ça serait de la monoculture, si j'ose dire. Et on élèverait les hommes comme les betteraves. Donc la division de la société est une excellente chose, mais il faut trouver le moyen thérapeutique pour traiter cette division et faire des points de vue multiples une diversité qui permet justement un enrichissement. C'est ce que montre Aristote, c'est-à-dire, en gros, la démocratie, c'est un peu comme un banquet auquel on invite, je dirais, tous les citoyens à apporter quelque chose pour pouvoir le partager ensemble. Si on amenait le même plat, ce serait vraiment très fade. Et si c'était uniquement les meilleurs, comme le voulait Platon, n'est-ce pas, qui amenait le meilleur plat, d'abord il n'y en aurait pas assez, et puis ça deviendrait aussi très vite dégueulasse. Donc l'idée d'Aristote, qui est très juste dans les Politiques, c'est ça. C'est en quelque sorte la diversité, la multiplicité est une richesse, mais ça suppose, il croit Aristote, contrairement à Platon, il croit dans les pouvoirs de la délibération. Et ce que montrent les travaux de Claude Lefort, c'est que la démocratie, c'est ça. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, en quelque sorte, des sociétés où, justement, le pouvoir de la parole est méprisé, au profit, justement, non seulement de la production au niveau des actes. Souvenez-vous, je ne veux pas encore une fois citer mon président, parce qu'il a avancé que je le persécute, mais souvenez-vous, à la gare Saint-Lazare, il dit, ici, il y a les gens qui font quelque chose et ceux qui ne sont rien. Dire, il y a les gens qui font quelque chose et ceux qui ne sont rien, c'est en même temps une ontologie. Ça veut dire que ceux qui ne produisent pas ne sont pas, n'existent pas, n'ont pas d'être. Ça, c'est extrêmement important. Vous voyez ? Et donc, c'est cette destruction de la langue, et justement on y reviendra, puis je ne veux pas encore une fois vous épuiser, mais n'est-ce pas, la langue algorithmique n'est pas une langue, n'est-ce pas ? Cette destruction de la langue, cet appauvrissement du langage, ce discrédit jeté sur la parole, ce qui compte, n'est-ce pas ? Encore une fois, regardez d'ailleurs les réseaux, les gens n'échangent pas, ils ne dialoguent pas, ils réagissent. Ils agissent et ils réagissent, n'est-ce pas ? Eh bien, en quelque sorte, c'est, pourrait-on dire, une menace extrêmement sérieuse sur la démocratie. Et je crois que Thérèse Delpech avait théorisé justement le concept d'ensauvagement comme un retour de la barbarie au XXIe siècle, et elle avait condensé ce que j'essaie de dire, de cette dislocation sociale qui favorise les fascismes, et de sa corrélation avec ce qu'elle appelle l'arriération éthique et spirituelle de notre temps. Elle écrit: une autre cause du retour à la sauvagerie a été le décalage croissant entre les progrès de la science et de la technologie et l'absence d'un progrès comparable dans le domaine éthique. L'instabilité du monde contemporain provient pour une grande part de la dépendance de plus en plus grande dans laquelle des hommes se trouvent par rapport aux technologies, alors que le psychisme humain reste ce qu'il y a toujours été, éminemment vulnérable, et que les valeurs morales ont perdu leur solidité. Le pouvoir de l'homme augmente de façon considérable, tandis que les finalités de l'action sont de plus en plus confuses et que l'équilibre psychique est constamment menacé par de trop grandes sollicitations. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes en gros dans un monde, je dirais, des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, diagnostic idiot dont on affuble les pauvres gamins, alors qu'il est exactement le mode de civilisation des mœurs, n'est-ce pas, par lesquels aujourd'hui nous échangeons. Et donc, si vous voulez,
c'est très concret, hein, je suis désolé d'insister, mais justement, le travail de Thérèse Delpech montre aussi que la rapidité avec laquelle l'industrialisation s'est faite, par exemple en Allemagne, elle s'est faite dans un pays qui n'était pas préparé. Il n'était pas préparé par quelque chose qui s'appelle justement, n'est-ce pas, une société civile qui s'est constituée dans une culture où la parole, le langage, le dialogue, le compromis, encore une fois, a sa place. Et c'est ça que j'essaie, encore une fois, de vous dire. Alors, je vais terminer, ne vous inquiétez pas trop. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on a l'impression que les communications sont libres, libérées de bien des contraintes religieuses, étatiques, sociales et politiques. Elles informent les individus, mais ces individus, ils sont de plus en plus isolés, désolés. Là encore, souvenez-vous, n'est-ce pas, Hannah Arendt nous dit que c'est la désolation des individus, c'est-à-dire justement, n'est-ce pas, leur isolement et leur absence de lien social, qui ont fait des ermites de masse qui deviennent la proie des régimes totalitaires. Dès que vous pouvez faire collectif, dès que vous pouvez faire société, dès que vous pouvez faire groupe, vous pouvez contrer en quelque sorte cet assujettissement à des leaders qui procèdent par l'hypnose des masses. Je n'ai pas le temps d'en parler. Mais vous voyez, pour vous donner, n'est-ce pas, une idée de la valeur d'une information, aujourd'hui, la valeur d'une information, elle dépend beaucoup moins de l'exactitude des faits qu'elle relate que des effets qu'elle produit. Et il y a une des études qui ont été faites, par exemple, concernant les fake news, une étude du MIT, qui a démontré qu'une fausse information a en moyenne 70% de probabilité de plus d'être partagée sur Internet qu'une vraie, car une fausse information se fait plus originale et attractive que la vraie. Et selon ces chercheurs sur les réseaux sociaux, la vérité prend 6 fois plus de temps qu'une fake news pour toucher 1500 personnes. Alors ça, c'est important, mais pas seulement pour les fake news. Ça, c'est important aussi pour les journalistes. Parce que les journalistes, dans leur métier, ils sont assujettis à une logique d'audimat. C'est-à-dire combien de spectateurs, combien de lecteurs, combien de tweets, combien, encore une fois, de commentaires, combien de podcasts, etc. Et donc, par conséquent, ils vont avoir une tendance, si j'ose dire, à chercher plus le buzz, chercher davantage les faits. Pas eux, l'éthique de leur métier leur interdit. Mais l'industrialisation des médias fait qu'ils vont être poussés à ça, n'est-ce pas ? Et c'est cela qui est tout à fait terrible. Alors, voilà, j'espère que je n'ai pas été trop pénible à supporter. Je pourrais parler encore une fois très longtemps, mais j'essaie dans cet ouvrage de montrer aussi que, bien sûr, quand par exemple Trump, n'est-ce pas, va dire que en 2017, lors de sa première intronisation, lors de son discours inaugural, il dit « Quand j'ai commencé à parler, n'est-ce pas, la pluie s'est arrêtée, le soleil est apparu ». Alors, sauf que les gens qui étaient témoins, les photographes, etc., montrent que c'est pas vrai, quoi. Et la porte-parole de la Maison-Blanche, à ce moment-là, elle exige le droit à la réalité alternative. Donc ça veut dire qu'en gros, n'est-ce pas, on va maltraiter le langage et on se fout complètement de ce qu'on raconte pourvu que c'est un effet. Alors c'est vrai, mais c'est beaucoup plus grave. Hein. C'est-à-dire que par exemple, elle va également à ce moment-là inventer l'existence d'attentats terroristes dans certains États pour justifier l'interdiction d'entrée de certains citoyens de pays musulmans, par exemple. Vous voyez, donc on a comme ça, aujourd'hui, n'est-ce pas, à des degrés divers, là on tombe dans l'obscénité, mais à des degrés divers, on a aujourd'hui cette espèce de dégradation de la fonction même de révélation du langage, de son exigence, et je crois que c'est de ça dont j'essaie, maladroitement sûrement, de vous parler, et je crois qu'il faut savoir que c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on est en train de passer d'une intelligence artificielle statistique, comme vous le savez, à une intelligence artificielle générative, donc capable, quelque part, de produire de plus en plus de la réalité alternative. Et une oligarchie, je le répète, mondialisée, peut installer de nouveaux régimes technofascistes pour gérer de manière algorithmique les populations
qui ne seraient plus à ce moment-là des individus et encore moins des sujets désirants et politiques. Merci. Eh bien, Saint-Colin, Saint-Colin. Ah oui, Saint-Colin. Merci beaucoup. Je posais 2-3 questions et puis on laisse la parole à la salle. En fait, cette décivilisation, elle est à l'œuvre partout. Et est-ce qu'on peut dire qu'elle résulte d'un véritable processus intentionnel? Et si c'est le cas, comment se fait-il que cette intention-là, on ne la voit pas? Dans un chapitre de votre livre, Sortir des procédures, un sous-chapitre, vous évoquez cette existence des procédures partout, au travail, à la maison, à l'extérieur, dans les commerces, etc., etc. Comment en sortir? Comment tenter d'en sortir? Et puis, vous dites n'être pas technophobe, mais vous parlez d'une espèce de technofascisme. Donc, comment concilier les deux? Voilà. Bien, merci. Alors, intentionnel, moi je ne crois pas du tout aux théories du complot. Je crois, si vous voulez, que les groupes, les individus, les intérêts établissent des espèces d'affinités électives qui font qu'à certains moments, ils vont ou pas favoriser telle ou telle pratique sociale. Pour faire vite et pour faire simple, je ne crois pas que intentionnellement, par exemple, si je prends l'université, qui est un milieu que je connais bien, on a décidé à un moment donné, malgré, encore une fois, les glapissements de certains ministres d'enseignement supérieur, on a décidé d'assujettir les universitaires, on a décidé, si vous voulez, de leur faire perdre la franchise des grandes libertés qu'avait, si je prends de la France, mais progressivement, je ne pense pas que ça a été intentionnel. Vous voulez, moi j'étais nommé jeune prof, j'avais une trentaine d'années, on avait énormément de liberté. Vous voyez, on avait énormément, les franchises universitaires faisaient que, par exemple, quand la police, je me souviens à Montpellier, est arrivée sur le campus, ça a vraiment été un scandale, c'était pas du tout habituel. Enfin, oui. Et donc je ne pense pas qu'à un moment donné, il y a un ministre ou il y a un groupe qui ait décidé qu'il fallait, mais il fallait en gros enlever cette trop grande liberté qu'avaient les universitaires. Mais du jour, par exemple, où on a considéré que les universitaires, c'était plus des universitaires affiliés à une université, ce qui avait quand même symboliquement un certain sens, c'était des enseignants-chercheurs. C'est-à-dire, ils étaient à ce moment-là déjà réduits à des fonctions instrumentales, si j'ose dire, des enseignements et de la recherche. Je ne dis pas que c'est un bien, je ne dis pas que c'est un mal. Je dis que quelque chose s'est produit. Quelque chose s'est produit. Quelqu'un comme Pasolini est très sensible à ça. Les premiers symptômes d'une modification sociale apparaissent dans le langage. Du jour où on a dit, par exemple, moi je l'ai vu aussi à l'université, qu'il ne s'agissait plus de déposer des projets de recherche pour obtenir des financements par le conseil scientifique, mais qu'on répondait à des appels d'offres. C'est plus du tout la même chose. Vous voyez, il y a un autre esprit qui progressivement s'est installé. À partir du moment où, par exemple, je me souviens d'une époque où, à l'époque de ma splendeur, si j'ose dire, je devais avoir une vingtaine de thèses en direction, sous ma responsabilité,
à un moment donné, ça a été exclu. C'est-à-dire que il fallait qu'il y ait beaucoup moins de thésards. Il fallait que les thésards soient, si possible, jeunes, éventuellement cofinancés par d'autres structures. On a mis en place des normes. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a une normalisation sociale qui progressivement a infiltré les universités. La normalisation sociale, on le sait, Foucault en parle, c'est la deuxième moitié du XIXe siècle. Hein. On ne parle quasiment pas de normes jusqu'au XIXe siècle. La deuxième moitié du XIXe siècle, les normes, il y a une inflation, alors ne parlons pas du XXe, même les juristes le remarquent, même un doyen, qui n'était pas un révolutionnaire, un doyen de la faculté de droit, écrit un très beau livre qui s'appelle « La passion du droit sous la Ve République », où il montre qu'en gros, la loi perd son caractère de loi, caractère souverain. La loi n'est plus qu'en quelque sorte une circulaire de service qui va être contredite par d'autres lois, etc. Elle tombe dans ce que Foucault nous montre, à savoir le régime normatif. Bon, je ne sais pas si je suis clair. Donc c'est progressif. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais il n'y a pas eu une décision, on va dire, d'un ministre de la Santé ou d'un groupe politique qui disent « Ah, ces universitaires, ils font ce qu'ils veulent, ils nous emmerdent, on va finalement les casser, il faut qu'ils rendent des comptes, etc. » Mais progressivement, il y a une normalisation qui s'est mise en place, qui a infiltré l'ensemble de la vie universitaire, de nos pratiques, et qui fait qu'on s'est trouvé de plus en plus assujetti, n'est-ce pas ? Non seulement, encore une fois, en termes de liberté, encore une fois, de déplacement. La liberté, c'est quoi ? C'est le pouvoir d'agir, disait Pierre Leroux au XIXe siècle déjà. La liberté, c'est le pouvoir d'agir. Eh bien, aujourd'hui, cette liberté, elle est perdue dans tous les métiers. Vous ne pouvez plus agir selon le pouvoir que vous estimez juste en fonction des finalités de votre métier et en fonction, je dirais, de la confiance que vos pairs vous accordent et que ceux qui travaillent avec vous vous reconnaissent, les étudiants, etc. En gros, vous allez rendre des comptes. Donc, progressivement, on en est arrivé. Moi, par exemple, à un moment donné, je pouvais être prolongé 4 ans, on appelle surnuméraire à l'université, des professeurs, on part à la retraite, mais on peut être surnuméraire en surnombre pendant 4 ans. Bon, j'ai refusé parce que donner des sujets d'examen avant même de faire mon cours, ça me paraissait complètement idiot. C'était plus possible. Vous voyez, la manière même dont la bureaucratie pouvait s'emparer, si vous voulez, du pouvoir et de l'action sur mon métier m'était insupportable. Ça va dans le moindre détail. Vous ne pouvez pas vous imaginer, je pourrais vous donner 1 million de détails, mais je ne veux pas vous embêter avec tout ça, qui fait que ça s'est produit à l'hôpital. À l'hôpital, le chef de service, alors il avait peut-être un pouvoir féodal un peu trop avantageux en France, où il avait tous les droits, du droit d'humiliation jusqu'au droit de cuissage, en passant, bon, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, il n'est plus rien, un chef de service à l'hôpital. Il n'est plus rien, eu égard au pouvoir du gestionnaire qui va décider pour lui. Donc, vous voyez, et c'est la même chose par rapport au journaliste, parce qu'aujourd'hui, le journaliste, il va devoir rendre des comptes, encore une fois, pas en termes d'éthique de son métier, pas en termes, encore une fois, d'exactitude des informations, mais en termes du succès qu'il va produire par rapport aux émissions, aux articles qu'il produit. Et je ne sais pas si je suis clair. Donc il n'y a pas d'intention. Il y a en gros, de la même manière que Marx a parlé d'une baisse tendancielle, n'est-ce pas, du profit, il y a une baisse tendancielle de nos libertés par l'installation de normes à l'intérieur, n'est-ce pas, du corps de toutes nos pratiques professionnelles. Or, ce sur quoi je n'ai pas insisté aujourd'hui, mais vous m'avez entendu il y a 2 ans, 3 ans, vous avez bien voulu m'inviter pour la fabrique de nos servitudes. Et il faut bien voir que les habitus que l'on acquiert dans le milieu professionnel où on exerce, ce sont, pourrait-on dire, les modèles mêmes de ce qu'on va mettre en œuvre ensuite dans les autres secteurs de notre existence. C'est-à-dire, comme le disait Hannah Arendt, nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, depuis déjà le XIXe siècle, nous sommes aujourd'hui dans des sociétés où c'est le travail qui est le grand organisateur social.
D'où l'extrême souffrance de travailleurs sans travail dans des sociétés où l'organisateur social est le travail. Voyez ? Eh bien, en quelque sorte, les normes, les habitus que vous allez acquérir dans le milieu professionnel, vous allez les mettre en acte ensuite dans votre vie amoureuse, dans votre vie amicale, dans votre vie familiale, dans votre vie sportive, etc. Donc, je crois qu'il n'y a pas une intention, il y a des tendances. C'est pour ça que Norbert Elias m'intéresse. Je ne vous dis pas que j'adhère à tout ce que raconte Norbert Elias, mais il m'intéresse parce qu'il montre bien cette existence de tendances. Et même quand il parle de décivilisation, il ne faut pas croire que c'est une pure et simple rupture contradictoire par rapport au processus de civilisation. C'est à l'intérieur des processus de civilisation. Et ça résulte de jeux sociaux, comme le montre bien Bourdieu, qui sont des luttes de pouvoir entre les classes sociales. Oui. Ça, c'était pour la première question. Alors, la deuxième, si je... vous me sortez des procédures. Comment en sortir? Bon, j'ai pas de solution miracle. Mais je l'ai dit hier, et je le dis depuis déjà 15 ans à l'appel des appels. C'est pour ça qu'on a lancé l'appel des appels. Jaurès disait que la démocratie ne s'arrête pas aux portes de l'usine. Je dirais que la démocratie ne doit pas s'arrêter aujourd'hui aux portes des lieux de travail. C'est-à-dire que ça soit l'université, le lycée, la salle de rédaction, le tribunal, tous les lieux où on travaille, n'est-ce pas? Et je crois que c'est là où on peut restaurer une démocratie qui a été confisquée par la bureaucratie. Je crois que, si vous voulez, c'est au nom de l'éthique de nos métiers et des services qu'ils peuvent rendre, les gens auxquels on rend ces services ont des comptes qu'ils ont le droit de nous demander. Eux, oui. Mais pas, encore une fois, les bureaucrates. C'est très différent. Parce que les bureaucrates, ils n'ont rien à foutre des gens auxquels on rend service. Sauf si, effectivement, ça leur fait perdre des voix, ou sauf si, effectivement, ça leur fait perdre du fric. Sinon, ils n'ont rien à foutre. Oui. Donc, pour moi, un combat important, bien sûr, il y a le combat politique, mais un combat important, et je suis très jaurésien, je suis très influencé par Jaurès, que j'ai découvert grâce à Charles Sylvestre, qui est un spécialiste de Jaurès, qui a écrit un livre qui s'appelle « Jaurès, la passion du journalisme ». Alors, je crois que c'est par là, si vous voulez, que ça passe. C'est-à-dire que c'est au nom, finalement, de l'éthique de nos métiers. On est médecin, bon, ben, en gros, on a fait ce métier pour soigner, on n'a pas fait ce métier pour cocher des items à la con et remplir des trucs sur l'ordinateur, n'est-ce pas, ou diminuer le nombre d'arrêts de travail, puisque la Caisse nationale d'assurance maladie l'exige. Si on a été prof, on n'a pas fait prof pour avoir un nombre de mentions très bien au baccalauréat en France qui permettra d'améliorer, n'est-ce pas, l'évaluation du lycée, parce que ça détermine des stratégies opportunistes, ça détermine des ethos affairistes, y compris chez les élèves, qui vont par exemple quitter un établissement au dernier trimestre où ils ont de bonnes notes, mais c'est un établissement un peu chic, exigeant, et ils vont aller dans un établissement moins chic pour avoir de meilleures notes encore et pouvoir se mieux placer. Donc, si vous voulez, on fabrique des arrivistes, des opportunistes, c'est-à-dire qu'on fabrique en gros ce que la société de cours et la société militaire a fabriqué, vous voyez, à la fin du XIXe siècle en Allemagne. C'est ça que j'essaie de vous montrer. C'est pour ça que ça m'intéresse. Voyez, et donc je crois qu'on a vraiment là un travail à faire. Après, d'une manière générale, je dirais que on a à défendre des valeurs qui sont des valeurs essentielles sans qu'elles soient forcément, si vous voulez, réduites à l'utilité et notamment au profit. Je donne des exemples dans ce livre. Notamment l'exemple que donne le philosophe et poète antillais Patrick Chamoiseau, qui a publié avec Édouard Glissant, que vous connaissez, et qui dit par exemple que dans les plantations négrières, n'est-ce pas, les esclaves se réunissaient le soir sous l'œil vigilant des maîtres pour des veillées où ils pouvaient danser, chanter,
à se raconter des contes créoles, etc. Et ils pouvaient ainsi se restituer une humanité qui avait été confisquée par la logique utilitaire de la plantation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la culture n'est peut-être pas financièrement utile, sauf quand elle est marchandisée, bien sûr, mais elle est essentielle. Charlotte Delbos, je donne aussi cet exemple, dans les camps de concentration, elle avait été la secrétaire de Louis Jouvet, n'est-ce pas? Elle connaissait bien le théâtre, et dans les camps de concentration où les nazis exterminaient et humiliaient les femmes, les réduisaient, n'est-ce pas, à des chiffres, si vous vous souvenez, à des numéros, n'est-ce pas? Et les maltraitaient, en faisait des matériaux, hein, comme vous savez. Eh bien, elle racontait des pièces de théâtre, elle les jouait. Et je donne cet exemple qu'elle rapporte elle-même, où elle va se priver d'une ration alimentaire de pain qu'elle va échanger contre un exemplaire du misanthrope, par exemple. Je le disais hier, notamment, dans notre conférence, c'est Paul Valéry remarque qu'au cours de la Première Guerre mondiale, il dit « on n'a jamais autant prié, on n'a jamais autant lu ». Demandez-le aux prêtres, demandez-le aux libraires. C'est-à-dire que dans des moments n'est-ce pas, dans des moments tragiques, dans des moments d'emprisonnement, dans des moments n'est-ce pas, de violence, la littérature, on a une fin d'imaginaire. Voyez, et donc, Chamoiseau parle des guerriers de l'imaginaire. Il se restitue une humanité qui leur a été confisquée. Voyez, et je crois que ça, je crois que dans nos métiers, il y a des tas de choses qui ne comptent pas pour ceux qui nous évaluent. Si par exemple, je dirige une thèse de quelqu'un qui a 50 ans, qui est médecin généraliste, qui veut rendre compte de son travail, le conseil scientifique va quasiment refuser. Le comité de surveillance des thèses, aujourd'hui, l'a empêché. C'était possible il y a 40 ans quand j'étais jeune prof. Mais aujourd'hui, ça ne sera plus possible. Vous voyez. Et moi, je crois que c'est important, justement. C'est justement parce que ça n'est pas, en quelque sorte, rentable, ça n'est pas utile, que c'est essentiel. Et je crois qu'on a à défendre ça. Alors, bon, je pourrais développer, mais si vous voulez, je pense que... Je crois que de la même manière, c'est ce que vous faites. Vous créez un journal en ligne, vous me faites venir... vous avez la gentillesse d'être là. Moi, je suis venu de Marseille en passant par Paris pour être là aussi. Bon, et on se rencontre et finalement, moi, ça ne me rapporte pas de fric, et vous non plus. Et pourtant, on partage ensemble quelque chose. Donc, je crois que c'est des choses comme ça qui peuvent être extrêmement précieuses. Ensuite, dernière question, technophobie et technofascisme. Oui, non, mais justement, ça, je le dis souvent. C'est-à-dire que moi, par exemple, je pense que l'intelligence artificielle nous apporte des services tout à fait essentiels dans certains domaines. Bon, par exemple, l'imagerie médicale. Par exemple, quand vous avez commandé tout à l'heure un taxi, par exemple, quand on veut s'orienter par Waze pour aller d'un point à un autre, etc. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'en gros, c'est vrai de toutes les techniques depuis le début, que ce soit... N'oubliez pas l'écriture, n'est-ce pas? Socrate et Platon sont très réservés, enfin surtout Socrate, par rapport à l'écriture, parce que finalement, dit-il, ça va faire baisser la nécessité de penser, la nécessité de la mémoire, etc. L'imprimerie, souvenez-vous des réticences par rapport à l'imprimerie, toutes les techniques ont toujours mobilisé une résistance, en quelque sorte, sociale et culturelle. Le problème, c'est pas la technique, c'est pas les techniques, c'est l'usage qu'on en fait. Le problème, si vous voulez, c'est que les techniques devraient nous servir et ne pas nous asservir. Or, aujourd'hui, les techniques sont en quelque sorte mises au service de logiques de domination sociale qui font que, au lieu de nous servir, par moments, elles nous asservissent. C'est à nous de pouvoir reprendre le pouvoir, pas seulement sur les techniques, il n'y a pas de problème, mais reprendre le pouvoir, je dirais, social, politique. Vous voyez, c'est ça qui est important. Je crois que hier, on a posé la question à un ministre qui était là à la conférence, le ministre de la Santé, votre ministre de la Santé, est-ce qu'il faut agir, par exemple, par rapport à l'accès aux écrans, etc. et autres. Bon,
Bon, je crois qu'il y a des questions démocratiques à débattre comme ça. Parce qu'effectivement, est-ce qu'on va interdire? Moi, je me suis très méfiant sur les interdictions. Le problème des interdictions, c'est qu'elles sont faites pour être transgressées. Donc, si vous voulez... mais, par contre, il y a tout un travail pédagogique, tout un travail politique à faire. Hein, en gros, on peut se servir de ChatGPT, mais en quelque sorte, n'est-ce pas, en sachant parfaitement, n'est-ce pas, que ChatGPT, il va vous servir pour vous séduire et vous amener à l'utiliser. Et donc, par conséquent, il va être très approximatif dans ses réponses, ça va être bourré d'erreurs par moment, et à d'autres moments, ça va vous apporter de l'information. Donc, il s'agit moins d'interdire, par exemple, comme ça a pu être fait dans certaines universités, de l'utilisation par les étudiants de ChatGPT, parce qu'ils en servent de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Mais plutôt, leur apprendre comment s'en servir, leur redonner la possibilité de devenir, en quelque sorte, responsable étymologiquement, ça veut dire répondre de leur usage qu'ils vont faire. Donc, pour moi, non, je ne suis pas technophobe, je continue à le dire. Je vais pour en témoigner, je ne déteste pas. Ma génération, je suis un vieux con, alors ma génération fait que je ne nage pas avec beaucoup d'aisance dans les logiciels, les ordinateurs, etc. Bon, je lui demande de temps en temps conseil, parfois aux enfants aussi, bien évidemment. Bon. Mais je ne suis pas opposé. Je sais d'expérience avec mes propres patients que pour certains médecins qui travaillent avec moi, l'usage qu'ils peuvent faire de l'intelligence artificielle en termes d'interprétation radiologique ou en dermatologie, par exemple, la détection des mélanomes est réussie à 95 à 98% par l'imagerie médicale et à 90-92% par la détection par les dermatologues. Mais ça ne veut pas dire qu'on va supprimer les dermatologues, parce que le logiciel qui va détecter les mélanomes, n'est-ce pas, il ne connaît absolument pas l'anatomophyllopathologie de l'ectoderme. Il ne sait pas ce que c'est l'ectoderme, il ne sait pas ce que c'est une peau. Il ne sait pas du tout ce que c'est embryologiquement, comment ça se développe, ça, il n'en sait strictement rien. Il a engorgé, il a appris des millions et des millions d'images, et il a appris à sérier les images qui lui paraissent suspectes. Ce qui fait qu'il peut passer à côté d'images où il y a de grosses tumeurs qu'un étudiant de deuxième année de médecine pourrait voir et que lui ne verra pas. Mais par contre, il va pouvoir détecter certaines choses que même le plus expérimenté des dermatologues ne verra pas non plus, ou le plus expérimenté des radiologues ne verra pas non plus. Donc je ne sais pas si je suis clair. Non, je ne suis pas technophobe. Je pense que si vous voulez, que ce soit les sciences, les techniques, les industries, etc., incontestablement, ça peut nous amener du progrès, à condition, comme le disait Adorno, qu'on ne soit pas séduit par le progrès. C'est-à-dire qu'on ne soit pas, en quelque sorte, dépendant, n'est-ce pas, de ces découvertes et qu'on n'y soit pas asservi. Je ne sais pas si je suis clair. Et là, il y a des responsabilités qui sont des responsabilités politiques, citoyennes. Dire, ben non, ça, c'est pas possible. Je ne sais pas si je suis clair. Mais non, je ne suis pas technophobe. Et le technofascisme, ben, pour moi, ben là, je n'ai pas le temps d'en parler, c'est un concept très précis. Je l'ai emprunté, d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde en parle, ça redevient à la mode. Hein. On voit des tas de livres comme ça qui parlent de technofascisme et autres, mais ils ne tiennent pas compte de quelque chose que moi j'ai découvert, si je peux me permettre, il y a déjà une bonne quinzaine d'années, en lisant Pasolini, le premier à avoir parlé intelligemment du technofascisme. C'est pas moi, c'est pas dans Poli, c'est pas X, Y, Z, c'est Pasolini. Pasolini, il avait vu qu'il y avait dans une société de consommation standardisée un danger beaucoup plus important qui était en train d'apparaître, qui était de nouvelles formes de fascisme, bien plus dangereuses, disait-il, que les anciennes formes de fascisme. Et c'est ça qui est important. Oui. Mais c'est un concept. C'est pas parce qu'il y a technique que ça. Non, c'est pas ça. C'est très précis. Il est en quelque sorte possible par un processus de civilisation de gérer de manière algorithmique, si vous voulez, des populations et des individus par le truchement, bien sûr, des techniques, mais au bénéfice d'une oligarchie.
au bénéfice. Deleuze aussi, on parle de Deleuze en parle. Il va parler de fascisme, mais il parle de néo-féodalisme. Alors maintenant, on a l'impression que c'est Lordon qui en a parlé. Bon, Lordon, je le viens, mais c'est Deleuze qui le premier en parle en 1979, où il parle de l'émergence de nouveaux féodalismes, dont il dit d'ailleurs ce sont peut-être des néo-esclavagismes. Il va très loin Deleuze là-dessus. Et ça me paraît extrêmement intéressant, parce qu'effectivement, en gros, le moment des États-nations est en train de s'estomper et de s'effondrer d'une certaine manière. Et ce qui vient à la place n'est pas forcément tellement rassurant. Allez-y. Je vais essayer d'être rapide. D'ailleurs, ce que vous appelez justement, c'est le gouvernement par les dépopulations, par les algorithmes, ça ressemble beaucoup à ce que Foucault nommait déjà biopouvoir. Or, biopouvoir, c'est clairement, bon, dit autrement, ça pourrait être dit capitalisme purement et simplement. Vous parlez de la militarisation de la société fin du 19e. Or, il y a déjà, vous parlez de Weber, or Weber avait déjà dit, c'est pas pour rien qu'il disait que c'était le protestantisme et surtout le puritanisme, le diable, là. Évidemment, il y avait plein de puritains militaires et pro-militaires. Et enfin, là, j'avoue que c'était une remarque, mais déjà, si vous pouvez en fait plutôt parler autour de ça. Mais en fait, une chose que je viens d'avoir eu un tilt, c'est que vous parliez en fait de l'Italie et de l'Allemagne. Or, n'oublions pas que ces pays ont été unifiés à la fin du 19e siècle. Ils étaient donc c'était des États beaucoup plus militarisés parce que fondés par une guerre civile, en fait. Dès lors, en gros, ce que vous dites, n'est-ce pas plutôt plus le capitalisme que la militarisation? C'est ce que... Voilà, merci. Oui, alors, vous apportez des amendements tout à fait légitimes et pertinents à ce que j'ai dit. Je ne pense pas que ça soit contradictoire. J'ai cité Weber, j'en parle aussi, mais bon, dans une heure, j'ai déjà été très bavard. Je ne peux pas, bien sûr, parler, on va se douter, de tout. Concernant, et un point où je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous, c'est concernant Foucault. Je me suis beaucoup servi de Foucault pendant, on va dire, une bonne vingtaine d'années. Et justement, bien que je sois beaucoup plus proche de Foucault par l'écriture, j'en suis moins proche aujourd'hui et plus proche de Deleuze, alors que Deleuze n'est pas quelqu'un qui m'a beaucoup fasciné dans ma tendre jeunesse. Mais, si vous voulez, je suis beaucoup plus deleuzien parce que Deleuze annonce, et Foucault le lui reconnaît, il dit le siècle sera deleuzien ou ne sera pas. Si vous voulez, Deleuze reconnaît que ce que Foucault a parfaitement déchiffré, ce sont des sociétés disciplinaires. Mais que déjà, dans son cours sur la biopolitique, justement, son cours de 1979 sur la sécurité et la population, en 1980 sur la biopolitique, naissance de la biopolitique, il précise bien qu'il risque d'y avoir des sociétés post-disciplinaires. Il l'annonce, mais il ne le déchiffre pas, quelque part. Et c'est Deleuze qui me semble déchiffrer en montrant qu'il y a un processus de déterritorialisation. Et c'est ça qui me paraît important, vous voyez. C'est-à-dire que, en gros, c'est pour ça que je dis que les États-nations, d'une certaine manière, on est peut-être en train d'assister aujourd'hui à leur crépuscule. C'est parce qu'il y a un processus. On va regardez Trump qui dit voilà, je prends le Canada, je prends le Groenland, enfin, il va prendre la Belgique demain. Bon. Mais en gros, parce que il y a là quelque chose qui fait que ça s'inscrit dans ce processus-là, même s'il dit un peu n'importe quoi, parce que ça fait partie du chaos dont il a besoin pour pouvoir justement se maintenir en disant qu'il met de l'ordre, justement. Mais il y a quelque chose de très juste quelque part, parce qu'on est dans un univers beaucoup plus mondialisé. Vous voyez. Alors après, oui, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que bien sûr, tout ce que j'ai dit, mais encore, c'est pareil, je peux pas. C'est ce dont il est question, et du côté du capitalisme. Et il est vrai, vous avez parfaitement raison, et j'essaie de le dire aussi dans le livre, et là je m'inscris dans ce que dit Norbert Elias, c'est que justement, il montre bien comment, que ce soit l'Italie ou que ce soit l'Allemagne, il n'y a pas véritablement d'unité nationale. C'est encore des régions, quelque part, et cette prévalence de la fédération des Länders, enfin des régions, fait que ça rend d'autant plus difficile ce monopole de la puissance publique. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus.
Vous aimez bien les citations, et dans l'optique et dans la généralité de votre vision, est-ce que vous connaissez le livre de Asma Mala sur le cyberpunk, le terrorisme? Je trouve. Oui. Alors, est-ce que vous avez rencontré un petit peu? Est-ce que vous voyez une cohérence? J'en ai lu la moitié, pour tout vous dire. J'ai eu la moitié, et bon, ça m'embête un peu de le dire, mais je n'ai pas été enthousiaste, parce que, si vous voulez, entre guillemets, ce qu'elle avance, j'ai l'impression quand même que ça fait déjà un certain temps que nombre d'entre nous le disent, quoi. Bon, peut-être un peu autrement, et peut-être avec moins de talent, si vous voulez, mais... donc, non, je connais pour en avoir lu la moitié, mais je me suis arrêté à la moitié du livre, pour être très franc. Moi, j'étais jusqu'au bout, ça valait la peine. Eh bien, j'irai peut-être jusqu'au bout. Mais... ça se retrouve quand même assez vite oui, dans oui. notre vision des choses. Oui, mais sur quoi, sur quelle analyse pratique et concrète se base-t-elle? Moi, c'est un peu ce qui m'a découragé à la première partie. Vous voyez? C'est-à-dire que je lis Pasolini et je me dis, mais bon... Je lis Illich, par exemple, quand Illich parle du technofascisme aussi. Vous voyez, je lis Lowenthal, c'est des analyses sur des pratiques concrètes. Elle, je ne vois pas sur quelle... Bon, c'est peut-être un peu à la fois mon attrait pour les philosophes et en même temps ma réticence parfois à les suivre jusqu'au bout. C'est pour ça que je vais arrêter à la moitié. Au cours de ces dernières années, j'ai été fort frappée, interpellée par le fait que dans l'enseignement primaire, que vous appelez, je crois en France, l'enseignement élémentaire, on apprenne aux enfants et on exerce les enfants à lire et à écrire, mais on ne leur apprend pas et on ne leur permet pas de s'exercer à se parler et à s'écouter. Est-ce qu'une telle pratique que j'appellerais des ateliers de parole pourrait peut-être faire évoluer les choses dans un sens où les gens penseraient plus par eux-mêmes? Alors, je crois que on voit par exemple, sans vouloir faire l'apologie des régimes sociodémocrates de l'Europe du Nord, on voit bien par exemple comment on va dire dans la pédagogie telle qu'elle a pu être, c'est peut-être en train de changer d'ailleurs, telle qu'elle a pu être pratiquée dans les pays, si vous voulez, comme le Danemark par exemple, effectivement, cette dimension est beaucoup plus présente que dans la pédagogie, par exemple en France. C'est une évidence. Et je crois que c'est un peu ce qui est dramatique, c'est-à-dire qu'on peut apprendre à l'enfant à lire et à écrire, mais si ça ne prend pas, comment dire, une dimension d'un sens pratique, justement, un sens pratique dans les échanges de paroles avec les autres, et pour communiquer quelque chose qui est de l'ordre des affects, qui est de l'ordre des émotions, on apprend ça comme on apprend une langue étrangère. C'est comme ça que moi j'ai appris pendant 5 ans le russe, et que je suis incapable, quand je vais à Saint-Pétersbourg, de parler russe. C'est comme ça que j'ai appris pendant 12 ans l'anglais, et que je suis incapable de faire une conférence en anglais. C'est-à-dire qu'on apprend ça comme des langues mortes, et effectivement le grand danger, c'est d'apprendre à lire et à écrire comme des langues mortes, si, par ailleurs, il n'y a pas cette dimension-là. Mais ça, alors ça, je l'avais dit la dernière fois, c'est tout le combat que j'ai mené contre le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean-Michel Blanquer, qui disait que l'élève était un logiciel d'apprentissage. En Belgique, on suit beaucoup l'actualité, ce qui se passe en France, et je vais parler à titre personnel, mais il y a une sorte de dissonance, un conflit dans le soutien qu'on pourrait avoir à... lutter contre la réforme des retraites, sachant que nous, et c'est l'argument qui est souvent invoqué par le gouvernement, nous en Belgique, on prend la retraite à 67 ans et on n'y pense même plus, je veux dire, à revenir en arrière. Et il me semble qu'en France, l'enjeu principal, c'est vraiment celui du compromis auquel nous, on est habitués. Et on est même peut-être un peu blasé parce qu'il y a les excès du compromis. Mais voilà, c'était
questions plus d'actualité. Oui, mais je pense que justement, c'est en quelque sorte l'exemple d'un événement qui, de mon point de vue, devient un enjeu politique de combat, moins par sa signification intrinsèque que par la manière dont il est apparu. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que ça fait partie de la manière dont cette réforme a été votée sans véritable débat au Parlement, à l'Assemblée nationale. C'est la manière dont cette réforme a été, si vous voulez, désapprouvée par le peuple français et néanmoins imposée. C'est-à-dire que c'est moins la chose en elle-même que pour elle-même, dans sa signification politique, aujourd'hui, de l'impression que peuvent avoir, si vous voulez, nos concitoyens, de ne pas du tout être pris en considération par le pouvoir politique. C'est parce qu'encore une fois, on peut tout à fait comprendre, moi je le vois chez mes collègues universitaires, on le voit chez les collègues médecins, les collègues psy, etc., journalistes et autres, si vous voulez, ils ne veulent pas partir à 60 ans ou à 62 ans. Hein. Je veux dire, ils ont au contraire, moi je crois que j'étais un des rares profs à refuser le surnombre d'être prolongé 4 ans. Vous voyez, la plupart sautent dessus, hein, comme la vérole sur le clergé, si je veux dire. Bon, vous voyez, c'est pas ça, c'est en quelque sorte, je dirais, le divorce qu'il y a aujourd'hui entre la population française et son gouvernement politique. Je pense que c'est ça. Et je pense qu'il était tout à fait possible qu'il y ait un débat, qu'il était tout à fait possible qu'il y ait un aménagement, que selon les métiers, selon la pénibilité des métiers, voyez, en gros, c'est une décision qui est une décision quasiment monarchique, appuyée par un entourage bureaucratique. On n'a pas demandé aux gens de contribuer à construire et à amender la réforme. Je ne sais pas si je suis clair. Je pense qu'il était possible que les représentants du peuple français contribuent davantage à élaborer cette loi. Ça n'a pas été le cas. Et c'est ce qu'a proposé le Premier ministre actuel, non ? Parce qu'il a renoncé, il a dit qu'il renonçait au 49.3 et que le Parlement pourrait, enfin l'Assemblée nationale pourrait débattre. Alors là, où ça devient très difficile, c'est qu'aujourd'hui, on a appris que le président de la République, après avoir donné carte blanche donc, au Premier ministre, dit qu'en fait, il ne s'agit pas de suspendre la réforme, mais simplement de la retarder. Ce qui jette un brouillard complet, bien sûr, sur la situation politique. Parce que, c'est pour ça que j'ai parlé de Camus. Je voulais pas, j'ai déjà beaucoup parlé, je ne voulais pas vous épuiser là-dessus, mais sur l'histoire du rapport au langage, ça me paraît un point extrêmement important. Voyez, c'est-à-dire que quand on dit quelque chose, on s'engage. Il y a quelque chose de l'ordre d'une dignité par rapport à ce qu'on dit. On est responsable de ce qu'on dit. C'est-à-dire on répond de ce qu'on dit. Si on dit, en quelque sorte, je donne carte blanche au Premier ministre, il faut vraiment lui donner carte blanche. Sinon, ça brouille le jeu politique. Je ne veux pas entrer dans le pour et le contre, c'est pas mon problème ici. Mais c'est ça. Après, savoir si effectivement il faudra travailler plus longtemps, etc., je pense que pour des gens qui ne sont pas épuisés par la pénibilité du travail et qui souhaitent travailler plus longtemps, ils pourront travailler plus longtemps, c'est pas le problème. Mais de toute façon, la première chose à faire, c'est redonner aux représentants du peuple souverain la possibilité de contribuer à aménager la loi. C'est quand même ça qui est important. Si vous voulez, on a l'impression en France, c'est le drame, mais je ne veux pas, encore une fois, je ne veux pas
le cheval de l'impopularité de notre président de la République, elle est connue, c'est pas un secret, hein. Il suffit de regarder les sondages, les chiffres, etc. Mais on ne peut pas forcer, on ne peut pas voter forcer contre le peuple. C'est la phrase de Brecht, vous savez, le peuple mal voté, changeons le peuple, disent les gouvernants. C'est pas possible, ça. Vous aimez les citations, mais je vais un peu vous citer peut-être. Il y a une expression que j'aimais beaucoup quand vous compariez, je ne sais pas si c'était une citation à vous, bien si vous repreniez les propos de quelqu'un d'autre, vie sociale et fraternité des tranchées. Vie sociale et fraternité des tranchées. J'aimais beaucoup cette citation. Vous parliez aussi de la bourgeoisie qui est à la fois inspirée par les Lumières et aussi par la recherche du profit. Vous disiez aussi tout à l'heure que le néolibéralisme met les gens en concurrence, ce qui peut provoquer la colère. Mais est-ce que la colère peut-elle engendrer la révolte ou la révolution ? Ça m'étonnerait beaucoup. Donc, je ne sais pas comment elle va se... Et cependant, au début de vos propos, vous parliez de formes d'autocensure qui peuvent, j'imagine, déboucher sur une forme d'autoservage aussi. Voilà, c'était plus une réflexion courte qu'une question, mais enfin, si vous voulez y répondre, malgré tout. Alors, je commence un peu à fatiguer. Je commence un petit peu à fatiguer. Je ne sais pas trop. Vous y répondriez comment, vous, à votre question, en fonction de ce que j'ai dit? En fait, je voulais un peu vous... Oui. Pas vous imiter, mais reprendre des citations. Oui. Et vos propres citations. Oui, oui. Citation donc, qui m'a bien amusé. Donc, c'est vie sociale et fraternité des tranchées. Donc, voilà. C'est plutôt ludique pour moi, mais c'est une belle image. Ça, c'est quand même, si vous voulez, c'est le thème de propagande qui revient sans cesse chez Mussolini. Oui. Chez Mussolini, encore une fois, dans le mouvement fasciste, c'est cette idée que les ardites, donc les ardents, les têtes brûlées, les hardis, donc les têtes brûlées de la Première Guerre mondiale, en quelque sorte n'ont pas été suffisamment reconnus par la nation, qui a vécu une victoire mutilée, pour reprendre les mots de Gabriel D'Annunzio, et donc ils sont les parias, et ils doivent devenir en quelque sorte ceux qui justement sèment dans la vie sociale justement cette fraternité éprouvée dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Donc, je ne sais pas à quel point c'est vrai, c'est un autre problème, mais en tout cas, c'est cette idée, si vous voulez, qu'on trouve aussi bien chez les nazis que chez les fascistes, à savoir que la vie sociale n'est rien d'autre que la poursuite, finalement, de la vie militaire. Et c'est la seule façon de retrouver la fraternité. Or, moi, je pense qu'il y a d'autres façons de retrouver la fraternité, bien sûr que la fraternité des armes. Mais ça, c'est un autre problème. Et il y avait une autre question ? Oui, en fait, donc vous parliez du néolibéralisme qui peut engendrer concurrence et colère. Et là, je voulais savoir si c'était la conséquence de propos que vous avez tenus au départ de votre intervention, portant sur des formes d'autocensure qui pourraient, pour moi, aboutir à une forme d'autoservage aussi. Si vous voulez, la question que moi j'entends dans ce que vous dites, c'est à quel moment une colère, qui est un affect, et qui peut être un affect politique, peut se transformer en mouvement politique. Ça, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs conditions pour ça. Il faut bien souvent qu'il y ait un moment, un kéros, une opportunité. On l'a vu pour la Révolution française et pour d'autres événements dans l'histoire. Il y a un moment, quelque chose qui fait, encore une fois, révélation. Qu'est-ce qui fait, entre guillemets, qu'on puisse continuer à se censurer, même si, encore une fois, on est en souffrance et autres? C'est parfois aussi un effet de la souffrance que d'aboutir à l'apathie. C'est que l'apathie n'est pas l'absence, si vous voulez, d'émotion, elle est quelque part une violence que l'individu se fait à lui-même,
de par le désespoir. Il y avait eu des travaux qui avaient été faits à l'époque, après la guerre, par Kurt Lewin, etc., qui montraient, par exemple, que lorsqu'on étudiait des manières différentes de diriger des groupes, les leaderships qui étaient assumés par une personnalité autoritaire, et bien sûr Kurt Lewin, tout ça, c'est bien sûr toujours à la suite de ce qui s'est passé par la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme et autres, et le fascisme et autres. Et en gros, ce qui montre, c'est qu'il y a un moment où les individus ne se révoltent plus, ils deviennent apathiques. Et c'est-à-dire qu'ils retournent d'une certaine manière leur violence et leur colère contre eux-mêmes en se mettant en repli, voire en se faisant disparaître. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Écoutez, merci beaucoup. On va devoir s'arrêter puisqu'on doit maintenant rendre la salle. Merci beaucoup, Roland Gory.